l'érosion graduelle du droit à la santé tout au long des 4 dernières décennies, donc depuis l'indépendance, pour des raisons qui sont nationales, certaines, économiques et politiques, mais aussi à cause de pressions internationales, notamment le programme d'ajustement structurel avec toutes ses retombées donc, sur les privatisations, l'affaiblissement du secteur public, etc. Et bien entendu, la globalisation de l'économie tunisienne. Je commencerai tout d'abord par certains repères historiques et sociaux sur la Tunisie, pour certains de nos amis qui ne connaissent pas très bien le pays. Donc, de par sa position donc, au littoral sud de la Méditerranée et en Afrique du Nord, la Tunisie a toujours été un carrefour de civilisation tout au long de son histoire 3 fois millénaire. Berbère, Puni, romaine, byzantine, arabo-islamique, etc. Et c'est le premier pays arabo-musulman à avoir officiellement aboli l'esclavage en 1846. C'est aussi le premier pays arabe et africain ayant eu une constitution en 1861. La Tunisie a été colonisée, comme vous le savez, à partir de 1881 jusqu'à 1956 par la France. Et paradoxalement, les colons français, laissant de côté les valeurs de la Révolution française, ont aboli la première constitution de la Tunisie. Et c'est pourquoi le Parti de Libération avait comme slogan la récupération de la Constitution, donc c'était le Parti libre constitutionnel. Ce parti qui est devenu par la suite le Parti socialiste constitutionnel et qui est devenu après la deuxième dictature, parce qu'on est passé par 2 dictatures, qui est devenu le Parti, le Rassemblement constitutionnel démocratique. Plus lentement, ok. La polygamie a été officiellement interdite depuis 1956. Mais la polygamie n'est pas un phénomène extraordinaire, c'est un phénomène marginal, pas seulement en Tunisie, mais dans la plupart des pays arabo-islamiques, c'est environ de 2 à 3%. Le droit à l'avortement, il a été consenti par la loi de 1965. L'enseignement gratuit depuis l'indépendance, la protection sociale, la sécurité sociale a commencé en 1960 en Tunisie, donc au lendemain de l'indépendance. Et ce mouvement est à mettre aussi sur le compte des conquêtes sociales et syndicales qui étaient le moteur de la guerre de libération nationale. Donc c'était les conquêtes nationales, sociales de l'UGTT qui ont fait que la protection sociale était sur l'agenda au lendemain de l'indépendance. Et la couverture de l'assurance maladie touche à peu près actuellement 90% de la population, donc les personnes qui sont éligibles, et nous allons voir par la suite qu'il y a des problèmes donc avec cette couverture. La Tunisie compte actuellement à peu près un peu moins de 11 millions d'habitants, avec une espérance de vie qui est de 75 ans. Donc si on voit un peu les performances du système sanitaire tunisien, c'est pas mauvais, parce que nous sommes 5 années uniquement derrière l'Europe, donc l'espérance de vie à la naissance. Le pays est assez avancé en termes de transition épidémiologique et démographique. Et 70% donc, de la charge de mobilité est représentée par des maladies non transmissibles et chroniques. La population âgée représente à peu près 9% de la population, donc, et elle va doubler d'ici 2018, ce qui va avoir bien sûr un impact sur le système de santé. La croissance économique, donc, tout au long de ces 4 décennies, était à peu près de 5% en moyenne. La Tunisie, comme l'a dit
Mon ami Aziz était un bon élève donc, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il a été cité comme un exemple d'un pays émergent donc, au niveau africain. Et bien entendu, c'était un peu la carte postale que vous connaissez. Donc c'est un pays où tout était bien, etc. Et bien sûr, avec un PIB qui était aux environs de 4 000 $, mais il y avait de grands problèmes de répartition de richesses, donc une polarisation sociale dont on va parler tout à l'heure, et de plus en plus une inadéquation entre la formation et l'emploi, donc il va bien sûr avoir des impacts sur le chômage. Alors pendant les années 60, donc c'était la période de la reconstruction nationale, donc après l'indépendance, dans une option progressiste et socialisante, avec bien entendu un programme donc, économique qui était donc d'inspiration plus ou moins basée sur les justices sociales, avec énormément d'investissements publics pour développer l'infrastructure économique, mais aussi sociale, donc éducation et santé, mais des choix politiques assez importants pour développer le capital humain. Donc 30% de budget était réservé à l'éducation et 10% à la santé, donc c'était quand même assez important pour un pays qui vient donc d'avoir son indépendance. Une gratuité totale de l'éducation et de la santé. Je vais commencer par là, parce qu'on va voir par la suite que cet acquis a été sérieusement remis en question. Un développement d'un réseau sanitaire public assez important, assez équitable, couvrant pratiquement l'essentiel du pays, et un développement des structures de formation, donc de personnel médical et paramédical. La première faculté de médecine a commencé en 1976, et un développement plus important de la protection sociale. Donc c'était la décennie, disons, de la construction nationale. Pendant les années 70, donc, on a continué un peu ce développement économique et social avec un aspect particulier à la formation médicale, parce qu'il y avait un déficit au niveau de la formation des médecins, et il y avait 3 facultés de médecine nouvelles qui ont été créées donc, pendant les années 70. Mais le pays commençait à avoir des difficultés économiques, surtout avec le système donc, de coopérative économique qui avait lamentablement échoué, et l'apparition de problèmes politiques et une réduction, bien sûr, des libertés politiques avec la première grève générale de 1978, une attaque contre l'Union des travailleurs et, bien entendu, donc, un déficit important au niveau démocratique. Ce phénomène s'est continué pendant les années 80, mais pendant les années 80, il y a eu un nouveau arrivé, donc le phénomène d'ajustement structurel. Donc, alors, à partir, c'est ça le point de départ du compte à rebours concernant les acquis sociaux et sanitaires. Donc, avec le programme d'ajustement structurel, donc, il y a eu une réduction importante des subventions aux denrées alimentaires de base, ce qui a entraîné la première révolution du pain de 1984. Vous vous rappelez qu'à partir de Casablanca jusqu'au Caire, il y avait tout un mouvement, et partout en Afrique, il y avait donc des révolutions du pain qui étaient essentiellement causées par le manque de subventions aux denrées alimentaires de base. Donc la Tunisie n'a pas échappé. Une réduction importante des budgets publics, sociaux, santé et éducation. Alors, commencent les user fees, les tickets modérateurs dans les systèmes de santé. Juste pour vous donner une idée qu'actuellement, les hôpitaux régionaux et les hôpitaux universitaires fonctionnent pour leurs frais récurrents en dehors du personnel par le financement des familles et aussi par une contribution de l'assurance maladie parce qu'elles utilisent des contrats avec le ministère de la Santé. Donc l'État s'est désengagé graduellement de son rôle d'investisseur et de financeur public dans le domaine de la santé. Et bien sûr, le transfert s'est fait sur les ménages. Et en plus de ça, il y a eu des politiques de privatisation qui étaient initiées par le gouvernement, qui étaient de 2 types. Ce qu'on appelle les privatisations passives, c'est-à-dire les gens viennent aux structures publiques
qui sont supposées être gratuites ou accessibles, mais ne trouvent pas le médicament, ne trouvent pas le personnel, donc elles se rabattent sur le privé malgré elles. C'est ce qu'on appelle les privatisations passives. Mais c'est une stratégie bien calculée sur le plan politique. Et les privatisations actives, c'est l'État qui, carrément, donne des promotions, des investissements, etc. Et autorise même donc à privatiser certains segments des structures hospitalières. Il y avait donc toute une partie de contractualisation donc pour tout ce qui est nourriture, tout ce qui est hygiène des malades, il y a un certain nombre d'activités, etc. Alors, ce tableau est très éloquent, enfin, cette plaquette, parce qu'elle montre un peu les changements qui ont eu lieu durant toute cette période, donc, où on constate en vert, donc, c'est les dépenses de l'État qui sont devenues assez non, ces dépenses des ménages donc, qui ont augmenté. Vous avez ici les dépenses des ménages qui ont représenté à peine 20% du total. On est maintenant à peu près 45% de la facture santé payée par les citoyens. Et bien entendu, l'État qui était à 45% est revenu maintenant à peu près à 22% du financement global de la santé. Et là, c'est un élément qui montre donc qu'il y a eu pendant toute cette période donc, un désengagement clair de l'État et un transfert sur les citoyens. Pour illustrer la privatisation, donc les changements qui ont eu lieu, donc dans le secteur privé, le nombre de structures hospitalières a été multiplié par 3 pendant cette période. Le nombre de centres d'hémodialyse a été multiplié par le nombre de centres d'hôpitaux privés a été multiplié par 3. Les centres, l'activité, donc le nombre d'hôpitaux, de lits a été multiplié par 2, et les centres d'hémodialyse a été multiplié par 5, donc au niveau du privé, mais j'ai d'autres exemples sur d'autres équipements biomédicaux, etc. Alors, pour résumer un peu ces tendances qui se sont opérées donc, pendant ces 4 dernières décennies, donc, je vais l'analyser au niveau de 4 ou 5 éléments essentiels. Le premier élément, c'est au niveau de l'offre de services. Quelle est l'architecture donc, au niveau de l'offre? Ce qu'on a vu, c'est un affaiblissement évident du secteur public avec une augmentation du secteur privé qui draine des cadres compétents du secteur public, etc., qui a plus de moyens, de technicité, etc., créant ce qu'on appelle un système d'offres à 2 vitesses. Donc, nous avons un système d'offres pour les riches qui peuvent se permettre d'aller dans les hôpitaux privés de grande technicité et les pauvres qui n'ont que le secteur public devenu de plus en plus affaibli. Et c'est un indice important de l'érosion du droit du citoyen tunisien à la santé. Nous voyons ça également au niveau de la structure de financement. J'ai dit tout à l'heure qu'à peu près 90% ont une couverture sanitaire. Mais quelle est la signification de la couverture sanitaire si on paye la moitié de la facture? Si on paye 45% de la facture, ceci vide donc la couverture sanitaire de sa substance. D'autant plus que les enquêtes que nous avons faites avec la contribution de l'OMS au niveau national ont montré que 5% de la population arrive au niveau des dépenses dites catastrophiques, c'est-à-dire où 40% du revenu du ménage passe lorsqu'une personne est tombe malade pendant l'année de la famille. Et 1 à 2% deviennent pauvres à cause d'une maladie d'un parent au cours de l'année. Ce sont 2 indices qui illustrent un peu ce phénomène d'iniquité au niveau du financement et qui montrent donc un système de santé qui est inéquitable génère aussi son lot de pauvres. Donc nous avons à peu près 200 000 pauvres qui sont produits chaque année à cause de notre système de santé qui a été donc très affaibli donc, par des politiques à bon escient. Au niveau de la protection sociale, nous avons 10% qui ne disposent d'aucune couverture sanitaire. Et ce sont les gens les plus vulnérables parce qu'il s'agit de chômeurs qui n'ont pas la possibilité de contribuer au niveau
de l'assurance maladie contributive. Il s'agit de travailleurs saisonniers qui travaillent quelque temps, qui s'arrêtent, etc. Il s'agit de petits métiers qui sont, disons, à la marge de la précarité, de la pauvreté, etc. Et il s'agit aussi de personnes âgées qui n'arrivent pas à avoir accès pour les soins gratuits. Alors, à ceci, bien sûr, s'est ajoutée une augmentation du chômage, y compris les jeunes diplômés. Ces chiffres ne paraissaient pas avant, donc la carte postale n'avait pas ces tableaux noirs, malheureusement, pendant cette période. Et ce qu'on savait, c'est que le Gini coefficient, donc l'indice de Gini, qui illustre un peu les inégalités sociales, était quand même assez élevé, et qu'il y a eu des écarts qui se creusent entre les régions du pays, sur le plan donc, économique, mais aussi sur le plan social, éducation et santé. Et bien entendu, ceci a donné donc, une érosion des droits politiques et sociaux, y compris la santé, ce qui a créé un malaise donc, général, ajouté donc, au malaise politique dans le pays. C'est l'immolation de Mohamed Bouazizi, qui était un travailleur donc, à la Soviétique, et bien entendu la révolution qui a commencé et qui a mis fin à 56 ans de dictature. Alors nous avons eu donc, pendant la période de transition donc, les premières élections libres du pays. Nous avons créé une association, donc l'association tunisienne de la défense des droits à la santé, et nous avons commencé à faire un plaidoyer pour inscrire parce que la Constitution a été abolie. Donc, encore une fois, on n'a plus de Constitution. Et maintenant, les constituants sont en train de développer une nouvelle Constitution pour laquelle nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que le droit à la santé soit protégé d'une manière claire. Et nous sommes en train de faire une analyse de la situation. Donc, nous sommes en train de rassembler tous les éléments qui concernent le financement, le changement au niveau de l'offre de soins, etc., pour pouvoir faire un plaidoyer et développer éventuellement des scénarios alternatifs. C'est-à-dire que notre rôle, ce n'est pas uniquement de faire des plaidoyers, mais aussi de faire en sorte que des programmes et une alternative puissent être proposés pour améliorer donc, ce droit à la santé. Alors pour conclure, je dirais que les réformes donc, macroéconomiques qui étaient inspirées du programme d'ajustement structurel étaient quand même un élément important dans cette érosion donc, du droit à la santé. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que la nouvelle constitution donc, puisse protéger correctement le droit à la santé. Malheureusement, la version actuelle ne nous satisfait pas. Nous sommes entrés en discussion en tant qu'association avec d'autres associations, avec les constituants, et nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que, effectivement, là, ce qu'on a vu pendant les 4 dernières décennies ne se répète plus pour les générations à venir. Nous voulons que dans la Constitution, quelque chose apparaisse sur la protection de ce droit par des mécanismes qui permettent donc, de connaître les violations et de faire des recours en cas de violation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne Constitution ou bien un droit qui est consacré au niveau de la Constitution, mais il faut également avoir la possibilité de le poursuivre par la suite. La société civile est vigilante et nous souhaitons développer des observatoires pour suivre un peu le phénomène donc, au niveau de la mise en œuvre de ce droit à la santé et éventuellement corriger en cas de violation. Et nous souhaitons développer à travers vous donc, une solidarité régionale et internationale pour défendre donc, le droit à la santé, un droit pour tous, et pour que ces jeunes gens puissent trouver un avenir meilleur. Et je vous remercie.